Philémon Oui, est, bienvenue déjà. merci. Philémon est docteur en droit, précisément dans l'histoire du droit et des institutions. Et il mène des travaux de recherche affiliés à la fois à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun et d'Aix-Marseille en France. Et ces travaux sont consacrés au rapport entre l'État d'un côté et les coutumes de l'autre côté dans le cas du Cameroun. Et il s'intéresse particulièrement aux périodes, en tout cas la période allant de 1884 à 1996. Et Philémon aussi, durant son parcours, a été plusieurs fois boursier, en l'occurrence de fondations comme Afrique Avenir ou encore la fondation du prince Koumane Doumbé III. Et dans le cadre de ces conférences d'Ali, il nous parlera précisément de l'éducation africaine, notamment avec l'accent mis sur les diversités et les contrastes. Alors, Philémon, du coup, je te passe la parole. D'accord. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis le docteur Philémon Moubeke, juriste de formation, parce qu'il y a un master en droit des affaires, un autre en épistémologie du droit. Allô? Allô? On t'entend bien. Oui. Je disais, je suis juriste de formation, parce qu'il y a un master en théorie de droit et un autre en épistémologie juridique, et ayant fait ma thèse aussi en histoire du droit et des institutions. Je suis originellement de l'Université de Yaoundé 2, et dans le cadre de ma thèse, j'ai eu à faire un tour du côté d'Aix-Marseille. Donc, je suis un docteur en histoire du droit et des institutions de l'Université d'Aix-Marseille. Et comme le disait tout à l'heure le présentateur, je m'intéresse au rapport entre l'État, c'est-à-dire la société politique née de la colonisation occidentale, et les coutumes représentant ici la société traditionnelle africaine. C'est donc dans le cadre de ma thèse que j'ai eu à pénétrer ces sociétés pour comprendre quel était leur mode d'organisation, leur fonctionnement. Et c'est à ce titre que j'interviens ce matin. Nous allons donc passer, si vous le permettez, au thème de notre intervention de ce matin. L'éducation traditionnelle africaine, diversité et contraste. L'éducation traditionnelle africaine, diversité et contraste. Le thème méritait qu'on s'y attarde un peu, tout simplement parce que on peut être amené à croire que dans le système traditionnel africain, l'éducation n'existait pas. Mais lorsque l'on creuse de près à travers les sociétés, qu'il s'agisse des sociétés de royaumes, des empires, ou alors les sociétés à bande, les sociétés lignagères, on va trouver un système de transmission de connaissances. Et c'est donc à ce titre que nous sommes intéressés à ces sociétés pour faire une véritable archéologie du savoir et creuser pour pouvoir extirper la matière ou la substance que nous allons communiquer ce matin. D'où la problématique centrale de cet exposé. Quel est le rôle de l'éducation dans les sociétés traditionnelles africaines? Estelle, si vous permettez, on peut muter au niveau de la problématique la question. Quel est le rôle de l'éducation dans les sociétés traditionnelles africaines? Avant de répondre à cette question, puisque la réponse sera présentée de manière cadencée tout au long de notre exposé, nous ne ferons que répondre à cette question. Ce qui fait qu'à la fin de l'exposé, normalement, chacun devait être à même de structurer une réponse convenable. Mais avant d'entamer la réponse,
il nous semble utile de préciser le cadre théorique de notre intervention en déclinant les définitions, en donnant la définition. Définition. L'éducation traditionnelle, que faut-il entendre par éducation traditionnelle? Nous avons appréhendé l'éducation traditionnelle comme étant un système de transmission de connaissances permettant à l'homme de s'intégrer dans son environnement global. L'éducation renvoyant à l'acquisition des savoirs et le mot traditionnel venant étymologiquement du concept de tradition qui signifie ce qui est transmis, ce qui est légué, ce qu'on se transmet de génération en génération. C'est ce à quoi renvoie le mot tradition. Dans l'idée de tradition, donc, il y a l'idée d'ancienneté, mais aussi l'idée de legs, d'héritage. L'éducation traditionnelle, je le redis, renvoie à la transmission des connaissances de génération en génération. Et si nous nous intéressons dans le cadre de l'Afrique, l'Afrique noire. Et l'époque de notre étude s'étend pratiquement de l'Antiquité jusqu'à l'arrivée de la colonisation. D'abord la colonisation arabe, puis la colonisation occidentale. Mais il nous a semblé utile de déborder la période coloniale et d'analyser l'éducation jusqu'à nos jours pour pouvoir émettre, comment dire, une pensée à la fois critique, mais aussi énoncer l'idée de la nécessaire réforme de ce système d'éducation. Donc, l'époque, c'est la période précoloniale, mais on va un peu embrayer sur la période coloniale. Et pour meubler notre exposé, nous avons eu à fouiller dans des bibliothèques, notamment du côté des spécialistes de la tradition orale africaine. Nous allons donner quelques noms d'entrée de jeu, mais vous allez retrouver une bibliographie, à la fin de cet exposé. Parmi ces noms, on peut d'ores et déjà citer le spécialiste de la tradition africaine, Amadou Amfateba. Nous pouvons aussi citer le père de l'historiographie moderne de l'Afrique, le professeur Cheikh Anta Diop, le sociologue Georges Balandier, l'égyptologue Moubabingue Bilolo, le sociologue Éric de Rosny, le philosophe Gaston Paul Effa et l'historien philosophe Théophile Obenga, à titre, comment dire, exemplatif. Hein? Nous prenons juste ces quelques exemples, mais la bibliothèque est plus dense, la bibliographie est plus dense que ça, si vous permettez. Ceci étant dit, nous allons donc passer à la théorie de la connaissance dans les sociétés négro-africaines. Comment la société négro-africaine appréhende la connaissance? Pour les négro-africains ou alors en négro-culture, il y a un principe de base qui est à la base de toute connaissance. Ce principe est le suivant, je vais l'énoncer. L'univers n'est pas héritier de lui-même. L'univers est le résultat des forces invisibles qui le précèdent et le transcendent. Voilà le principe qui sous-tend toute connaissance en Afrique noire. Et si vous loupez ce principe, vous n'allez rien comprendre dans les sociétés, la structuration des sociétés négro-africaines. La conséquence logique, c'est quoi? La conséquence logique est que la connaissance est un tout. Elle est à la fois matérielle et immatérielle. Elle transcende le domaine restrictif de la logique pour appréhender la translogique, le monde des idées, le monde immatériel, l'invisible. Il se dégage donc de là deux théories de la connaissance. Une connaissance purement matérielle et une connaissance immatérielle. Maintenant, nous allons embrayer sur les modalités de la connaissance. Nous allons prendre la connaissance matérielle.
pour dire d'entrée de jeu que la connaissance matérielle est fille de la connaissance immatérielle. Vous avez là le principe de dédoublement des mondes qu'on retrouve déjà dans la philosophie platonicienne à travers le monde des idées et le monde palpable. Et cela n'est pas un hasard. Vous allez me demander, mais quel est le rapport avec Platon? Ce n'est pas un hasard puisqu'on sait qu'il y a eu un contact entre Platon et la société négro-africaine. Et le point de ce contact a été l'Égypte, où Platon a passé 20 ans en tant qu'étudiant. Cette connaissance matérielle a donc pour fonction de comprendre l'environnement physique, de comprendre l'environnement humain, dans le but d'insérer l'homme dans son environnement global. Prenons d'abord le cadre de l'environnement physique. Cette connaissance matérielle porte sur la connaissance des aires géographiques, la connaissance de la faune et de la flore. Et cette connaissance de la faune et de la flore n'est pas une connaissance abstraite. C'est vrai qu'elle part du privilège de nomenclateur, qui est le privilège de donner le nom à chaque chose. Sans ce privilège, il n'y aurait même pas de vie en société, il n'y aurait même pas, par exemple, de système de santé, parce qu'il faut savoir nommer les plantes avant de les cueillir pour se soigner. Il faut savoir qu'on se soigne avec telle plante, le nom de telle plante, c'est tel, en réalité. C'est pour ça qu'on parle ici de la faune et de la flore, de l'importance dans la structuration de la communauté. La population doit être en rapport avec la nature et respecter cette nature parce que dans le négro-africain ou alors en négro-culture, on aperçoit Dieu à travers les manifestations cosmiques, à travers les forces de la nature, d'où la philosophie de l'animisme, c'est-à-dire l'âme de Dieu qui anime toutes choses. Toujours du côté de la connaissance matérielle et dans les rapports entre l'homme et son environnement, on va aussi structurer la connaissance des métiers, des corps des métiers. Le forgeron, le griot, les architectes, donc tout ce qu'on a comme les guerriers, tout ce qu'on a comme caste dans la société, cela structuré autour de cette connaissance matérielle de l'homme en rapport avec son environnement. Nous allons passer de la connaissance de l'homme à le rapport entre l'homme et son environnement pour intégrer l'homme dans la communauté, dans la société des hommes. Maintenant, nous parlons de la connaissance de l'homme intégré dans sa société et nous allons parler de la communauté. Avant de parler de la communauté, la connaissance de l'environnement humain commence par la connaissance de l'homme lui-même en tant qu'entité. Et ici, lorsque le négro-africain appréhende l'homme, il n'appréhende pas seulement l'homme sous le prisme de la dualité du corps et de l'esprit. Non. L'homme en Afrique, la théorie de la connaissance de l'homme en Afrique est plus profonde que ça. L'homme, c'est un corps, certes. L'homme, c'est un esprit. L'homme, c'est un souffle. L'homme, c'est une ombre, etc. On va distinguer au moins 7 éléments de la constitution de la personnalité humaine. Et comme je l'ai dit dans le cadre de l'environnement physique, ces éléments ne sont pas de la pure théorie, puisque à chaque élément, on va développer une science de l'homme. Je prends l'exemple du corps physique qui fera l'objet des soins et de la science médicale ou médicinale, si vous permettez, mais aussi, on peut aussi prendre l'exemple de l'ombre de la personne. Puisqu'en négroculture, on peut vous soigner en passant par votre ombre. Par exemple, je l'ai vu personnellement dans mon village où on soigne le mal de dents sans toucher la personne, sans ouvrir la bouche de la personne, mais sur l'ombre de la personne et la personne guérit. Cela peut paraître paradoxal, mais la négroculture est plus complexe que ce que l'on pense. Cette connaissance, ou alors cette théorie de l'homme, qui regroupe donc au bas mot 7 éléments constitutifs, va servir à élaborer une théorie de la connaissance et une théorie de la science autour de ces éléments constitutifs de la personne humaine. On va dépasser maintenant le cadre purement individuel pour intégrer cette entité, cette monade qu'est l'homme dans sa société. Et pour l'intégrer dans la société, on va élaborer un code de conduite
qui servira lieu de paradigme de régulation fondant la probité pour permettre la coexistence pacifique des hommes dans la société. Et ce paradigme de régulation est endossé sur le principe de la justice transcendantale. Il y a un paradigme de la justice transcendantale. En Égypte, ce paradigme s'appelait la Mahat. En négroculture, notamment dans l'Afrique traditionnelle, chez les Bakiens, ce paradigme s'appelle l'Ongpa. C'est un paradigme de vérité transcendantale qui endosse, ou alors sur lequel est endossé tout comportement humain. Lorsque vous transcendez ce paradigme, vous n'êtes même plus crédible, vous n'êtes même plus autorisé à prendre la parole en public. La probité est donc la règle. Et c'est cette probité même qui fonde le principe d'ancestralité. Vous savez qu'en Afrique, on déifie les ancêtres, mais on ne déifie les ancêtres que lorsqu'ils ont vécu dans la probité. Ils sont dignes de louange. On peut donc dire qu'ils ont accédé à la sainteté pour faire un parallélisme avec la doctrine chrétienne, avec les monothéismes, si vous voulez un peu. Au-delà de ce paradigme de la probité, l'homme doit aussi intégrer sa communauté et constituer une entité unique. C'est pour ça qu'on dit que les sociétés négro-africaines sont les sociétés communautaires. Tout simplement parce que les négro-africains se sont rendus compte que l'heure des destinées solitaires est révolue et que pour affronter les forces de la nature, puisque la nature est hostile, l'homme doit constituer la communauté. Et cette communauté va procurer à l'homme à la fois la sécurité, mais aussi toute la connaissance et l'épanouissement dont il a besoin pour se réaliser en tant qu'homme. Il ne peut pas se réaliser en tant que monade, il ne peut se réaliser qu'en vivant en communauté avec ses prochains. Il va donc naître une véritable science qui va légitimer la communauté. On va construire l'ontomythologie pour expliquer la sacralité de cette communauté pour que l'homme se sente dans son environnement. Voilà un peu présenté de manière ramassée la connaissance matérielle qui intègre l'homme dans sa communauté en tant que monade, mais aussi en tant qu'homme en rapport avec d'autres individus, mais aussi qui intègre l'homme dans son environnement physique pour appréhender la faune, la flore, les corps des métiers, pour structurer son existence. Ceci étant dit, nous allons évoluer dans notre exposé pour présenter les modalités de la connaissance immatérielle. La connaissance immatérielle. Cette connaissance immatérielle est structurée de deux manières. On peut d'abord prendre la connaissance immatérielle qui explique l'origine des choses. Et là, on va faire recours à l'abstraction littéraire en évoquant les mythes et les récits fondateurs. Mais aussi, la connaissance immatérielle transcende le domaine de la mythologie et le domaine même de la vie pour appréhender le domaine de l'après-vie, les rapports de l'homme avec la mort, l'ancestralité, les récits épiques, notamment ce qu'on va appeler les épopées. Mais revenons un peu au domaine de la mythologie. Il ne faut pas prendre le mythe, ou alors il ne faut pas comprendre le mythe comme étant quelque chose qui relève de la fabulation. Non. Le mythe ne relève pas de la fabulation, du racontage. Le mythe est une nécessité qui obéit aux finalités d'ordre scientifique. Comment expliquer l'origine du monde, sachant que nous sommes des êtres limités? On n'était pas là à l'origine. Il faut donc penser cette origine à travers l'abstraction, mais qui soit logique, pour permettre à l'homme de se retrouver dans cet univers qui est hostile. L'homme doit donc pouvoir expliquer l'origine du monde, la finalité de la vie en société et son devenir, la vie après la mort. Et le mythe, c'est donc lieu de postulat, de raisonnement. C'est un arrêt dogmatique, comme tout postulat d'ailleurs. Dans les raisonnements, les postulats sont des arrêts dogmatiques. Parce que lorsqu'on remonte le postulat, on va chercher le fondement du postulat.
le fondement du fondement. On va aboutir à ce qu'on va appeler en philosophie le trilemme d'Agrippa. On ne pourra pas expliquer le fondement. Le mythe, c'est donc lieu de fondement. Au lieu de parler de mythe, il serait même plus sage de parler d'ontomythologie, c'est-à-dire comment, à travers la mythologie, expliquer l'ontologie qui est le fait palpable, le fait réel. En Afrique, donc, on va distinguer trois grandes écoles pour classer les mythologies. On va d'abord prendre la première école, qu'on va appeler la cosmogénèse, qui explique l'origine du monde à travers les transformations cosmiques. On va vous dire, au commencement, était l'eau primordiale, l'eau trouble, que les Égyptiens vont appeler le Nun, les Bambara vont appeler Nomo, les Douala vont le nommer, les Bamoun, peu importe la société que vous allez prendre. Les sociétés négro-africaines vont vous dire, au commencement, était l'eau trouble. Et dans cette eau trouble résidait l'énergie fondamentale qui, prenant conscience, va faire éclore, va mettre de l'ordre dans cette eau trouble et l'univers viendra à l'existence. Et là, vous allez retourner dans les mythologies d'Ogon, Bambara et autres. Vous allez trouver la cosmogénèse. À côté de la cosmogénèse qui donne pour point de départ l'eau trouble, qui donne l'eau trouble comme point de départ de l'univers, cette eau trouble, on peut l'appeler en philosophie la condition d'existence. D'accord? Parce que quand on parle d'eau trouble, on va croire que nous sommes là dans le domaine vraiment du merveilleux, mais nous sommes dans le domaine de l'abstraction. C'est la condition d'existence, ou alors l'avant-être, l'existant étant l'être, n'est-ce pas, le vivant. L'avant-être, c'est l'eau trouble, le monde idéal, si on peut le dire ainsi, d'où tout nous est venu. À côté de cette eau trouble qui constitue l'école de la cosmogénèse, on aura l'école de la biogénèse, qui donne pour fondement l'œuf primordial. Et là, on tombe un peu dans ce qu'on va appeler plus tard la théorie du Big Bang, l'origine de l'univers, où tout était contenu dans l'œuf primordial et que cet œuf, avec l'éclosion de cet œuf, tout ce qui existe est venu à l'existence, n'est-ce pas? Et on peut prendre là l'image du poussin qui casse l'œuf primordial pour venir à la vie, en réalité. Parce que cette abstraction littéraire dont on parle, cette mythologie, se fonde sur des faits réels. Pourquoi on parle de l'eau comme le commencement de la vie? Vous savez que vous connaissez l'adage devenu un lieu commun. L'eau, c'est la vie. On observe la pluie. Avec la pluie, le sol se régénère. On conclut donc qu'à l'origine de l'univers, il y avait l'eau. Et c'est cette eau trouble qui va donner la vie. Et cette création va se renouveler chaque fois qu'il pleut. L'eau va façonner la vie et l'homme pourra donc vivre aisément parce que l'eau a donné la vie. On va dire non, ce n'est pas la cosmogénèse, c'est la biogénèse. Il y a l'œuf primordial. On prend l'exemple, on regarde les oiseaux. Ils pondent des œufs et à partir de ces œufs, les petits viennent à la vie et on déduit l'école de la biogénèse. À côté de cette école de la biogénèse, on va encore monter d'un cran avec l'école de la théogénèse, qui est l'école de la création à travers la parole, qui sera d'ailleurs aussi le lieu de la création à travers le monothéisme. Il s'agit du judaïsme, du christianisme ou alors de l'islam. On va vous dire Dieu a créé l'univers avec la parole. Ces écoles se retrouvent aussi dans la société négro-africaine. Donc voilà, classées de manière basique par catégorie les différents mythes qui structurent la pensée, l'origine de l'univers dans la société négro-africaine. On va les regrouper donc dans la cosmogénèse, la biogénèse et la théogénèse. Entre le mythe et l'ontologie, il existe une transition. Et cette transition est appelée épopée. Les épopées sont un peu racontent un peu des faits épiques qui sont à l'origine du fondement des civilisations. On peut prendre l'épopée de Ndjekila Njambe Inono chez les Douala, l'épopée de Sundiata Keita comme fondement de l'empire Mandingue, l'épopée de Tchaka chez les Zoulous, l'épopée dans le récit d'une bête chez les Bétis. Le rôle de l'épopée, c'est d'expliquer le fondement des civilisations, d'enseigner la bravoure et de donner le culte du leader. Le leader est digne de louange et il doit être pris comme un modèle. Donc, l'épopée joue aussi le même rôle que la mythologie. Mais sauf que dans l'épopée, nous ne sommes plus simplement dans le domaine de l'abstraction,
mais nous sommes dans le domaine à la fois de l'abstraction et de l'ontologie de la vie en société, en réalité, de la réalité sociale. Mais on raconte à travers ces abstractions, ces épopées, ces récits épiques, les hauts faits qui sont de nature à façonner la bravoure, le courage. Vous savez que le courage est une vertu aux côtés de la vérité, de la justice et de la patience. Et on va donc enseigner ces vertus. Nous avons dit, le postulat était la justice qui est en soi une vertu. Nous disons le rôle de l'épopée, c'est d'enseigner le courage, la bravoure aux jeunes et à la communauté. Et c'est ces épopées qui vont façonner les récits des guerres et vont traverser un peu la formation de la caste des guerriers, par exemple, si vous permettez. OK, je pense qu'on ne va pas s'attarder outre mesure puisque nous sommes tenus par les contraintes de temps, mais vous retiendrez que dans la connaissance immatérielle, nous avons d'un côté les mythes, les récits fondateurs, les épopées, de l'autre côté, l'ancestralité. Parce que l'ancestralité, ce n'est pas quelque chose de palpable, c'est une croyance, cette croyance qui elle-même repose sur le postulat de la vérité. N'est ancêtre que celui, le défunt qui a vécu dans la vérité, selon la vérité. C'est un peu la théorie, cette théorie qui sera récupérée plus tard par les monothéismes pour fonder la théorie des saints chrétiens que vous connaissez aujourd'hui. En réalité, on peut dire que les ancêtres sont des saints dans la société traditionnelle africaine. Nous allons passer à des exemples concrets, puisque nous avons déjà énuméré les grandes écoles de structuration de l'existence. Nous allons prendre le cas des Dogons. On peut muter, si vous permettez. Nous allons prendre le cas des Dogons, la création chez les Dogons. On nous dit, dans les récits Dogons, si ce n'est grâce aux Nomos, disait-il, on ne pouvait même, on ne pouvait pas même créer la terre, car la terre fut pétrie. Et c'est par l'eau, par Nomos, qu'elle reçut la vie. Quelle vie est dans la terre? Demanda le blanc. La force vitale de la terre est l'eau. Et là, j'ai pris cette mythologie, comment dire, ce fragment de mythologie dans le récit que nous donne Théophile Obenga dans son ouvrage Maître. On peut le dire, la philosophie africaine de la période pharaonique. C'est un ouvrage que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est la Bible des études africaines pour celui qui veut comprendre la pensée symbolique africaine. Parce que ça nous plonge à la fois dans l'Égypte, dans la Nubie et dans l'Éthiopie durant l'Antiquité. Le récit d'Ogon nous rappelle donc qu'à la base de la vie, il y a Nomo, c'est-à-dire l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, avant de le théoriser dans notre société actuelle, nos ancêtres l'avaient compris. Il y a de cela des lustres, en observant tout simplement le phénomène de la pluie, comment la pluie féconde la terre pour donner de la vie. Après les Dogons, nous allons avancer, si vous permettez, nous allons prendre les Bambara. Et chez les Bambara, on nous dit, aux origines, les eaux qui sont venues des sources centrales du ciel, ruisselaient sur la terre, étaient pures, claires, bénéfiques et aisées. Actuellement, seule l'eau de pluie ruisselante a conservé son caractère, notamment celle de la première pluie qui tombe au début de l'hivernage, considérée comme purificatrice par excellence. Elle est dite Nde Nandi, eau qui ensemence, car elle apporte l'âme ni aux céréales, la terre stérile et vide devient pleine et féconde. Les plantes naissent, les oiseaux et les insectes se reproduisent. Et là, vous avez, comment dire, un trait d'union qui est fait entre l'eau primordiale de la mythologie et l'eau de la pluie. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que lorsque le négro-africain fonde l'eau primordiale comme la source de toute vie, il n'est pas dans la démence intellectuelle, il est dans l'observation. Il observe l'univers, il regarde l'eau de pluie, l'effet que l'eau de pluie a sur les plantes, sur les hommes, sur les animaux. Il déduit donc que c'est l'eau qui est à l'origine de la vie. Il fonde donc l'ontomythologie des eaux primordiales. L'eau comme la condition de la vie, l'eau comme l'avant-vie. L'eau, c'est l'avant-vie et la vie vient de l'eau. Après les Bambara, nous allons évoluer. Nous remontons même plus loin pour vous dire que les Bambara eux-mêmes
n'ont pas pris cette mythologie comme ça. C'est une longue tradition qui remonte même au bassin du Congo pour rejoindre l'Éthiopie, au sens antique du terme, pas le pays que nous connaissons aujourd'hui. Plus tard, la Nubie et l'Égypte. Chez les Égyptiens, nous dit Dumbi Fakoli, dans son ouvrage Horus, fils d'Isis, le mythe d'Osiris expliqué. On nous dit que Atum qui est le démiurge qu'on retrouvera dans la philosophie grecque. Atum, c'est-à-dire Dieu, s'appuya Dieu s'ennuyait dans le ventre de Nun. Nun étant l'eau primordiale. Et Nun est considéré comme l'autre version de Atum. C'est pour ça qu'on dit Nun est l'autre lui-même. Mais Atum, qui était seul dans le sein de Nun, savait que Nun contenait toute potentialité de la création. Atum décida alors de sortir de sa grande solitude. Alors, chez les Égyptiens, l'Égypte antique nous dit Dieu lui-même a vécu à l'intérieur des eaux primordiales et de ces eaux primordiales, il a pris conscience de lui-même pour mettre de l'ordre dans le désordre cosmique qui régnait à l'intérieur de ces eaux. Et l'existence n'est rien d'autre que la mise en ordre du désordre primordial dans les eaux primordiales. Si vous le permettez, vous permettez la tautologie. On a donc en Égypte Dieu lui-même qui se retrouve dans l'eau et à travers ces eaux, il nous donne la vie, l'existence. Et vous allez retrouver la même conception chez les Douala. Vous serez étonnés d'ailleurs, hein? Chez les Douala, on a vu le cas des Dogon, on a vu le cas des Bambara, mais revenons un peu au Cameroun. Chez les Douala, pour dire bonjour en Douala, on dit Ndié tout sait, on répond Nyambe. Ndié tout sait signifie, on pose la question aux esprits de l'eau. Quel est le plus grand de tous les esprits? C'est ce que signifie l'expression Ndié tout sait. Et les esprits de l'eau répondent Nyambe. Ça veut dire Dieu. Nyambe, c'est le nom de Dieu en Douala. Donc, ça veut dire qu'il y a donc un rapport entre Dieu, les eaux et la création. Et c'est cet esprit primordial qu'on appelle Dieu, qui a vécu dans les eaux, qui nous donne donc l'univers. OK, nous allons passer de l'Égypte. Nous avons parlé des Douala. Malheureusement, je n'ai pas mis les Douala sur ma présentation, mais je voulais faire ce parallélisme pour que vous compreniez que partout en Afrique noire, on fonde les eaux comme le commencement de tout. Nous allons tomber chez les Bantous. Chez les Bantous, nous avons toujours pour référence Théophile Benga dans son ouvrage. Comme je l'avais déjà cité, j'ai mis Ibid, mais ça veut dire le même ouvrage, hein? La philosophie africaine de la période pharaonique. On nous dit donc ceci. Chez les Vandas sont un peuple bantou, et généralement chez les Bantous, le lieu de la première création est un trou d'eau tourbillonnante ou un lit de roseau, situé à l'est. Vous avez donc les deux images qui se retrouvent ici. La cosmogénèse à travers l'eau primordiale, qui est l'origine de la vie, mais aussi la biogénèse à travers l'image du roseau et autres. Et nous voulons dire ici que le récit qui donne l'eau comme fondement de la vie se retrouve pratiquement dans toutes les sociétés négro-africaines. Pour celui qui sait parler sa langue, il faut retourner un peu vers les anciens, les grands-parents, pour qu'ils vous racontent un peu le récit de la création. Vous verrez toujours qu'il y a un rapport avec eux. Soit c'est l'origine de la création, soit c'est le passage forcé pour atteindre un lieu précis. Et je vous parle là, par exemple, des récits qui ont trait aux migrations des peuples, où on retrouve toujours l'image de l'eau, soit en rapport avec le caïman, soit en rapport avec un serpent. Ceci étant dit, nous allons passer maintenant au rôle de l'éducation. Je rappelle que nous avons déjà balayé la connaissance matérielle, nous avons balayé la connaissance immatérielle à travers l'abstraction mythologique, les épopées, le rôle de l'ancestralité. Maintenant, nous revenons à ce que l'éducation procure à la société. Quel est le rôle de l'éducation? Et nous allons répondre en disant, le rôle de l'éducation est la transmission de la connaissance
en insérant l'homme dans son environnement global. Transmission de la connaissance en insérant l'homme dans son environnement global. Je vais m'arrêter un moment pour dire deux mots. Je vais d'abord commencer par dire que l'éducation consiste à quoi? Lorsque nous partons à l'école, c'est pourquoi nous enseigne quelque chose sur notre société, notre culture, notre environnement. C'est pour ça que l'autre dit, Platon, Socrate dit, parlant de la connaissance, la toute première connaissance, c'est la connaissance de soi. Homme, connais-toi toi-même. Tu te connais en tant que monade, tu te connais en tant qu'homme appartenant à une communauté, tu te connais en tant qu'homme appartenant à un environnement donné. Et c'est l'éducation qui doit donc t'aider dans ce processus de connaissance. Et c'était le rôle que jouait l'éducation dans la société traditionnelle africaine. Mais sauf qu'il y aura une bifurcation de cette logique. Avec l'arrivée de la colonisation occidentale, notamment à travers nos présupposés civilisateurs, on dit aux négro-africains, vous êtes des barbares, vos systèmes que vous avez là, vraiment, c'est archaïque. Nous, on vous amène à la connaissance. On a pensé l'éducation du négro-africain sous le prisme de l'arrachement, de l'exil et de l'exode. C'est-à-dire la connaissance n'est pas africaine, la connaissance, c'est ce qui vient d'ailleurs. Vous retrouvez donc des aberrations qui sont vraiment des aberrations scientifiques où les gens partent à l'école. Par exemple, chez nous, les Bantous, on ne connaît rien des Bantous. L'histoire des Bantous n'est pas enseignée, la culture des Bantous n'est pas enseignée, la civilisation Bantou n'est pas enseignée, mais à la place de ça, qu'est-ce qu'on va vous enseigner? On va vous enseigner l'école française, on va vous enseigner la Russie des Tchars, la révolution bolchevique, etc., etc. C'est pour vous dire que l'éducation négro-africaine a été pervertie avec la colonisation. Et au sortir des indépendances, on a continué à enseigner de manière, comment je peux le dire, on a continué à dénaturer le système éducatif. Certes, on enseigne les sciences, comme le faisait déjà l'éducation traditionnelle, mais on ne s'attarde pas sur l'homme, l'homme qui est le réceptacle de ces sciences-là. On ne s'attarde pas sur l'homme dans le rapport avec son environnement, l'homme dans ses rapports avec sa société, l'homme dans son rapport avec l'histoire, l'homme en tant qu'élément d'une civilisation globale, parce que l'éducation est un fait culturel. Il est donc urgent de repenser autrement l'éducation du jeune africain. Parlant toujours du rôle de l'éducation, nous pouvons dire quelque chose de primordial ici. Ce que vous devez savoir, parlant de la communauté, hein, au-delà même de l'éducation, c'est que la civilisation est fille de l'agriculture. Parce qu'avec la sédentarisation, l'homme s'est mis à pratiquer de l'agriculture. C'est l'agriculture qui permet à l'homme de se sédentariser. Pratiquant donc l'agriculture, l'homme avait besoin de délimiter la parcelle de chacun. Qui a droit à quoi? L'homme a donc inventé les mathématiques pour savoir que ma parcelle commence ici, ça s'arrête ici, la parcelle de telle commence ici. C'est comme ça qu'est née la géométrie. L'homme avait besoin des règles pour savoir qui a droit à quoi dans la société, jusqu'où je peux aller dans mon action. L'homme a inventé la régulation sociale et le principe de justice transcendantale qui doit régir les rapports entre les hommes. C'est comme ça qu'est né le droit, c'est comme ça qu'est née la religion elle-même. L'homme avait besoin de quelqu'un qui va superviser la société déjà établie pour pratiquer l'agriculture. Il a donc inventé la figure du chef. C'est comme ça qu'est née la politique. Donc, lorsqu'on parle donc de l'éducation, cette éducation doit être donc pensée en fonction de la communauté. L'éducation ne peut pas être importée. Si on importe l'éducation, ça veut dire qu'on n'a pas compris. On peut prendre les éléments pour venir améliorer notre système. Puisque dans le système éducatif, ce qu'on ne dit pas, il y a 50% de sciences et 50% d'héritage culturel. Un exemple simple, vous faites vos études à Harvard. Si vous prenez toute la théorie que vous avez à Harvard, vous venez appliquer en Afrique, non, vous allez échouer. Parce que dans la théorie de Harvard, il y a 50% de sciences et 50% de culture. Mais vous allez prendre ces 100% de théorie, à la fois sciences et culture, vous allez venir implanter
en négro-culture, dans la société négro-africaine, vous allez échouer. C'est pour ça que tout ce qu'on a eu comme importation de modèles de développement, de modèles de démocratie, ça a échoué. Parce qu'on n'a pas pris en compte le fond culturel, le système africain de transmission des connaissances, la conception même de la connaissance en négro-culture. Puisqu'aujourd'hui, la connaissance est purement matérielle. On vous dit, pour connaître, il faut prendre l'objet d'étude comme un fait empirique. Et vous vous proposez donc d'analyser ces faits empiriques, de disséquer, selon la méthode cartésienne, ces faits empiriques pour le comprendre. Mais sauf qu'en négro-culture, on vous dit que ces faits empiriques n'est pas le fait premier. Le fait premier, c'est le fait idéal, puisque, je prends un exemple simple, le téléphone, c'est un objet. On peut le toucher, il est palpable. Mais avant d'être téléphone, le téléphone a d'abord été une idée dans la tête de quelqu'un, d'inventeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sommes pas dans le délit, nous sommes dans la translogie. OK, je pense que j'ai répondu à la question. Quel est le rôle de l'éducation? Le rôle de l'éducation, c'est d'insérer l'homme dans sa communauté, dans son environnement global, dans le but de comprendre cet environnement et d'agir en rapport, l'interaction, notre rapport au monde, d'agir sur cet environnement, de développer la science de cet environnement-là, si vous permettez. Nous allons passer, une fois que nous avons répondu à la question, puisque nous avons déjà consommé pratiquement 40 minutes de notre temps, nous allons évoquer le rôle de la pensée critique dans la perspective post-coloniale. Et dans ce rôle de la pensée critique, nous allons d'abord évoquer le rôle des monothéismes. Les monothéismes ici rejoint un peu ce que j'ai appelé tout à l'heure le paradigme civilisateur, ou alors le présupposé civilisateur. Avant la colonisation des sociétés africaines, il a donc fallu casser la sacralité de ces sociétés. Pour casser la sacralité de ces sociétés, qu'est-ce que le colon a fait? Le colon a introduit des religions. C'est pour ça que on dit souvent en Afrique que les premiers colons sont arrivés en soutane, comme des prêtres, n'est-ce pas? Le but était quoi? De casser la sacralité des sociétés négro-africaines en isolant la figure du chef même de sa communauté. Le chef était considéré comme le relais entre la société globale et les ancêtres. À côté du chef, donc, on va mettre la figure du catéchiste d'abord, puis du pasteur ou du prêtre. Le chef devient donc une autorité purement laïque. Et à partir du moment où il est devenu une autorité purement laïque, on peut le transformer, il ne sera plus une autorité politique, il deviendra le substitut ou alors l'auxiliaire de l'administration coloniale. Voilà comment a été cassée la sacralité des sociétés négro-africaines à travers la disqualification de la sacralité. On va donc considérer maintenant cette sacralité première qui est celle des sociétés négro-africaines comme satanique. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que non, on oppose la religion, combat toujours la tradition africaine. Non, elle est satanique, elle est ceci. C'est nous qui vous apportons à travers le paradigme civilisateur, à travers l'évangile, nous venons remonter d'un cran votre humanité. En adhérant au Christ, vous cessez d'être des sous-hommes, vous devenez des hommes à part entière, en réalité. Ce n'est pas stratégique qu'on le dit, hein, en réalité. Puisque, comme on a dit, comme l'éducation, même la religion elle-même est un fait culturel. Dieu est une réalité culturelle. Chaque peuple perçoit Dieu selon son angle culturel. Le paradigme civilisateur va aller plus loin à travers ce qu'on va appeler la disqualification, comment dire, de nos schèmes de pensée, du référentiel culturel même. On va vous dire, par exemple, dans le domaine de la philosophie, non, vous n'avez pas de philosophie, vous avez l'ethnophilosophie. Dans le domaine de la médecine, vous n'avez pas de médecine, vous avez les tradipraticiens. Dans le domaine de l'art, vous n'avez pas vous ne connaissez pas l'art parce que vous n'êtes pas des êtres de raison. Vous accédez à la raison lorsqu'on vous colonise. Vous avez les arts premiers, vous dites l'art primitif. Et c'est comme ça que les schèmes de pensée négro-africains ont été disqualifiés à l'aune du présupposé civilisateur. La colonisation avait donc pour but de faire de nous des petits blancs. Vous comprenez un peu. On va donc penser maintenant le système éducatif comme des petits blancs que nous sommes devenus en nous enseignant le désamour de nous-mêmes, en réalité. On sort dans une éducation où l'homme cherchait à appréhender son environnement physique, environnement social, appréhender l'absolu à travers l'éducation immatérielle. On entre dans l'éducation où on disqualifie tout ce qui est local, où on importe la connaissance.
l'éducation de la connaissance importée. Et vous allez donc comprendre qu'à partir de ce moment, il va se poser une question. Cette question résulte de la bifurcation de la société africaine entre l'élite qui a été formée à l'éducation coloniale, qui parle français, qui parle anglais, et le reste de la population qui reste attachée à la tradition et qui maîtrise l'éducation traditionnelle. Il va donc se poser la question de savoir qui est alphabète ou analphabète dans la société d'Afrique noire aujourd'hui. Parce que quand vous ne parlez pas français, vous êtes analphabète, vous ne parlez pas anglais, vous êtes analphabète. Or, vous maîtrisez mieux l'éducation traditionnelle africaine, mieux que l'élite qui a été à l'école du peuple. Il faut donc repenser l'éducation africaine à l'aune de la pensée critique. OK. Ce propos va tenir lieu de conclusion. La conclusion est formelle. Il faut décoloniser l'école et l'éducation dans les sociétés africaines, car cela participe pas du repli identitaire, comme on peut le croire, mais de la fraternisation universelle à travers un enrichissement réciproque. Parce que même l'Occident gagnerait à comprendre le système éducatif africain traditionnel, puisqu'ils vont comprendre les limites de la rationalité classique, parce qu'ils vont instaurer l'homme dans une réalité translogique. Il faut donc décoloniser l'éducation en Afrique noire. Vous comprenez donc qu'il y a du travail. Et à la fin de cet exposé, vous avez à titre indicatif une bibliographie sélective, si vous voulez un peu. Mais je pense qu'Ali pourra vous communiquer la bibliographie complète après cette conférence. Je vous remercie et je suis disposé à prendre vos questions. Alors, merci beaucoup, Philémon. Merci pour cet exposé que j'ai personnellement trouvé très enrichissant. Dans la mesure où tu présentes, là, tu recentres là le rôle même de l'éducation en Afrique en montrant au préalable toute l'histoire, l'imaginaire social, mais aussi la réalité sociale sur laquelle cette école devrait partir. Alors, si tu permets, j'ai quelques questions là au fur et à mesure qu'elles apparaissaient dans le chat, mais aussi en amont à la conférence. La première question qui nous vient de Soraya Sayed, c'est s'il est possible d'avoir déjà les titres des épopées que tu as mentionnés tout au long. Oui. D'accord. Du coup, si ça serait possible, peut-être vu que le temps serait assez court dans le document final, si les titres des épopées pourraient figurer, ça permettrait de répondre à la question de Soraya Sayed. Alors, j'invite les participants pour des questions de modalités pratiques à rédiger les questions dans le chat. Philémon pourra les lire au fur et à mesure. Allô? Alors, oui, allô? Oui, je peux déjà commencer à expliquer par rapport aux épopées. Dans la bibliographie que je vous ai envoyée, j'ai listé au moins 3 ouvrages qui parlent de ces épopées. Je peux prendre par exemple chez les Douala, l'épopée de Ndjekila Njambe, n'est-ce pas? Vous avez l'ouvrage de Valet Épée et Mbouelewi. Le titre de l'ouvrage, c'est Masomandala, la Bible orale chez les Douala, pour celui qui s'intéresse à l'épopée des Douala, l'épopée de Ndjekila Njambe, qui est un peu le héros civilisateur de la communauté Douala. Donc, quand vous allez parcourir la bibliographie, vous allez rencontrer beaucoup d'épopées en fonction des civilisations. Et pour ce qui est des épopées mandingues, par exemple, Sundiata Keita, même Silonet, on peut le trouver sur Google, n'est-ce pas? Au-delà des ouvrages, si vous n'avez pas le temps de fouiller dans mes ouvrages, vous tapez simplement l'épopée de Sundiata Keita ou alors le fondement de l'Empire mandingue. On va vous ressortir l'épopée de Sundiata Keita. L'épopée des Zoulous, c'est l'épopée des Tchaka Zoulous que nous avons étudié en histoire. Puisqu'en réalité, le rôle de l'épopée, c'est comme je vous ai dit, c'est de servir de jonction
entre le fondement des empires et l'abstraction. C'est pour ça qu'il y a toujours un peu d'exagération. On vous dit, il est né, il était paralysé, après il a marché par miracle, il est devenu un grand guerrier, il tuait les lions, mais ce ne sont pas des faits réels, vous comprenez un peu. C'est des faits épiques qui ont pour effet de booster un peu la confiance, le courage et l'héroïsme social. En réalité, c'est ça à quoi servent les épopées, en quelque sorte. Merci. Alors, okay. Tu as une autre question d'Estelle Fogojou, qui souhaite savoir ce qui empêche aujourd'hui de remettre les connaissances négro-africaines dans nos programmes éducatifs. Et puis, si tu permets, juste avant, je voudrais faire le lien avec des questions qui ont été posées en amont qui reprennent la même idée, notamment celle de l'existence des sources de tout ce background historique que tu as présenté. Est-ce qu'il existerait des sources pratiques et accessibles qui peuvent être utilisées dans la classe d'histoire? Oui. Disons que la société négro-africaine n'a pas décolonisé en réalité. C'est vrai qu'on dit que nous sommes indépendants, mais on n'a pas pris le temps de décoloniser. L'indépendance en Afrique noire a consisté au fait que, voilà un peu comment l'élite a réfléchi, le blanc est parti, moi je prends la place du blanc. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça à quoi a consisté l'indépendance. Et ceci a pour une incidence considérable sur tous les domaines de la vie, ce n'est pas seulement l'éducation. Ça fait qu'on n'a pas remis en cause l'architecture héritée de la colonisation, que ce soit au cadre même global qu'est l'État, que ce soit les cursus au niveau de l'université, les programmes officiels et autres. Nous sommes restés dans le même canevas. On utilise la même épistémologie. Or, l'épistémologie étant la théorie de la connaissance, c'est-à-dire l'ensemble des concepts et des méthodes qu'on utilise pour appréhender la réalité et faire de la science. Ça aussi, on n'a pas décolonisé. Or, l'épistémologie coloniale a été élaborée dans un contexte d'ethnologie, où il y avait cette bifurcation entre les sociétés de tradition, dites sociétés primitives ou sociétés sauvages, et les sociétés évoluées. N'est-ce pas? On n'a pas décolonisé ça jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Lorsqu'on parle de la pensée africaine, on trouve que c'est de la pensée archaïque. Pourquoi? Parce qu'on part du postulat, du concept du sauvage, qui n'est pas sorti du cursus scolaire. Et ce n'est pas la faute du colon, en réalité. C'est la faute de l'élite qui a pris le pouvoir après le colon, qui n'a pas pris le temps de décoloniser, parce qu'il faut tout décoloniser. On prend d'abord la théorie de la connaissance, ce qu'on appelle l'épistémologie. Par exemple, je suis juriste. Quels sont les concepts que j'utilise pour étudier le droit africain? Je vais prendre les concepts du droit romain pour étudier le droit africain, par exemple. Or, le droit est une réalité culturelle. Les Africains et les Romains n'avaient pas les mêmes visions du monde. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes concepts pour décrire le droit. Mais on va se fonder sur une idéologie. On va vous dire, les concepts juridiques sont universels. Sans démontrer que c'est universel, on prend ce postulat, cet arrêt dogmatique, c'est universel. Que vous soyez chinois, que vous soyez bafia, que vous soyez douala, vous utilisez les concepts romains parce que c'est universel. La prétention à l'universalité. Et il y a donc un travail de fond à faire en Afrique noire. Décoloniser chaque pan de notre société. En réalité, c'est pour ça que ça n'a pas changé. Et sur quoi vous avez maintenant comment dire, la volonté des ex-patrons d'hier, des puissances qui nous ont colonisés hier, de contrôler nos systèmes d'enseignement, à travers notamment ce qu'on va appeler le programme de la Banque mondiale. Vous savez qu'en Afrique, la Banque mondiale finance beaucoup, et le système des Nations Unies finance beaucoup l'éducation. Ils ont même une influence réelle sur le choix des programmes à enseigner. Ce qui fait que même ce qui ne convient pas à la société, on l'insère dans le cursus scolaire tout simplement parce qu'on a le souci de plaire aux bailleurs de fonds. En fait, l'élite, la société africaine n'a pas encore décolonisé. C'est la réponse que je peux donner. Il faut décoloniser nos systèmes. Et, allô? Bien, on avait des soucis de micro. Merci beaucoup une fois de plus, Philémon, pour cette présentation. On va devoir arrêter là
pour pouvoir souffler juste avant la présentation de Momar, qui aura lieu à 9h30 dans 7 minutes exactement. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à Philémon. Je pense qu'on peut lui montrer notre appréciation. On a tellement appris. Merci infiniment. Ce sera posté sur YouTube d'ici quelques temps pour pouvoir réécouter parce qu'il y avait énormément d'informations qui a été partagées. Nous allons prendre exactement 5 minutes de pause avant de retrouver Dr Seck sur la problématique des arts et de l'identité. À tout à l'heure. Merci.